Bienvenue sur Work in Progress. Moi, c'est Mathieu et chaque semaine, j'explore le futur du travail avec une vision qui intègre le bien-être et la santé à travers des gens qui font, qui testent des choses concrètes pour construire un futur souhaitable et partagent ce qu'ils ont compris sous forme de clés d'action pour aider chacun de nous à mieux travailler. Ce podcast est fait pour vous si vous voulez être architecte et non victime de votre futur. Parce qu'à chaque épisode, vous repartez avec une action concrète à mettre en place maintenant. Cet épisode est une invitation à suivre vos projets rêvés et à assumer ce que vous voulez faire vraiment dans la vie grâce à une invitée ultra inspirante, Stéphanie Bozonnet, qui a une carrière d'abord de coiffeuse, puis de professeure de coiffure, puis directrice pédagogique de Real Campus chez L'Oréal, puis aujourd'hui entrepreneur. J'adore son histoire parce qu'elle a suivi sa passion de base, elle a été prise de haut toute sa vie en tant que coiffeuse, mais elle a rien lâché, elle a gravi les échelons et elle prouve qu'à condition de s'en donner les moyens, il est possible, quel que soit son métier, de parler d'égal à égal avec les grands patrons, d'intégrer des écosystèmes prestigieux et même de revaloriser son métier à travers sa propre personne. Elle en a fait sa mission. Je vous laisse avec notre conversation. Bonjour Stéphanie. Bonjour Mathieu. Quel plaisir de te recevoir sur Work in Progress. En intro, je voulais donner le ton avec un petit rappel. Je voulais dire que la société marche beaucoup au jeu du statut. C'est le piège qui consiste à se coller l'étiquette la plus prestigieuse possible grâce à notre salaire, notre poste, notre entreprise. J'ai moi-même joué à ce jeu-là par défaut en début de carrière pour trouver mon identité. Mais la conséquence, j'ai remarqué, c'est que beaucoup de métiers, notamment manuels, on va parler aujourd'hui de la coiffure, mais il y en a bien d'autres, sont moins considérés que des métiers soi-disant intellectuels, par exemple de cadre en entreprise. Et ça crée beaucoup de vocations manquées, de gens en perte de sens. Ça masque aussi la réalité. La réalité, c'est qu'il est possible de très très bien gagner sa vie, de réussir, de s'accomplir, de tutoyer le prestige dans tous les métiers. Et c'est d'ailleurs ce que tu as réussi à faire dans la coiffure, mais ça demande aussi beaucoup de courage et de travail. Donc l'idée, si tu es d'accord, ce serait d'avoir ton retour d'expérience sur les piliers qui fonctionnent pour se revaloriser et revaloriser son métier à travers ton parcours. Le but, c'est vraiment d'inspirer les gens, dans la coiffure ou pas d'ailleurs, à sortir du jeu du statut et se battre pour être la personne qu'ils ont envie d'être. Je vais te laisser te présenter. Avec plaisir. Alors moi je suis Stéphanie Bozonnet et ma carrière elle se résume en un seul mot, c'est la passion. Et j'ai fait 4 métiers dans ma carrière et je suis surtout, et je le revendique fièrement, je suis coiffeuse de formation et pur produit de l'apprentissage français, avec un parcours ultra classique, comme on l'a toujours aujourd'hui, 27 ans après, parce que ça fait 27 ans que j'ai commencé à 14 ans et demi. Et j'ai fait un CAP et un brevet professionnel en coiffure en centre de formation d'apprentis. C'est pour ça que je dis que je suis un pur produit de l'apprentissage. Et l'alternance et l'apprentissage, c'est une des clés de mon métier. Travailler en salon et apprendre le métier par ses pairs, c'est extrêmement important. Dans mon métier de coiffeuse, j'ai fait plein de métiers, manager, coiffeur studio, coiffeuse polyvalente, coloriste. Et ensuite, j'ai été très tôt, à 23 ans, professeure de coiffure, donc professeure en centre de formation d'apprentis, dans lequel j'ai enseigné toutes les matières possibles, imaginables pour tous les diplômes de notre branche, donc de la biologie, de la technologie, de la coupe, hommes, femmes, du chignon, tout ce qu'on veut. Et puis mon troisième métier, ça a été directrice pédagogique, puisque j'ai eu 2 grosses expériences. L'une dans laquelle j'ai dirigé la stratégie éducationnelle de la filière coiffure du CFA 94 à Saint-Maur-des-Fossés, en région parisienne, une très grosse filière avec 400 jeunes, dans lequel on a fait plein de projets extrêmement intéressants, notamment beaucoup de voyages pédagogiques, parce que je suis une grande fan de voyages, je t'en parlerai après. Et puis, en 2020, L'Oréal m'a demandé de prendre la direction pédagogique de Real Campus by L'Oréal, qui est donc l'école de coiffure de L'Oréal et qui forme des entrepreneurs de la coiffure. Et puis enfin, mon quatrième métier, c'est celui d'entrepreneuse de la coiffure, justement, puisque j'ai créé l'année dernière le laboratoire d'application et d'éducation, qui est une structure qui accompagne les grands groupes et les entrepreneurs dans leur stratégie éducationnelle, ce que je sais le mieux faire. Et voilà ma carrière que je viens de te résumer. Merci beaucoup et Stéphanie pour le résumé. Bravo déjà pour ce magnifique parcours. Moi, j'ai une question qui me vient quand j'entends ce parcours raconté en étapes. Déjà, je suis très impressionné. Je me demandais d'où vient ta motivation, parce que tu aurais pu rester au métier de coiffeuse en Qui est- salon finalement. que Et tu as choisi de j'adore, bouger. que j'adore et qui est passionnant, qui me manque d'ailleurs parfois, même si évidemment je continue à coiffer régulièrement, mais pas en salon. Euh,
En fait, maintenant que j'ai, 42 ans et que je peux analyser mon métier, je pense que ce qui m'a donné l'intégralité de ma motivation, c'est le mais, MAIS, le mais permanent. C'est-à-dire que depuis que j'ai démarré ce métier, il y a toujours un mais. Elle est brillante à l'école, mais elle va faire coiffure en CFA. Elle dirige un salon de coiffure à 21 ans. Bon, enfin bon, c'est juste un poste de manager d'un petit salon de coiffure, c'est pas incroyable. Elle voyage partout dans le monde. Bon, enfin bon, elle coiffe, quoi. Elle est prof. Ouais, enfin c'est bon, c'est prof de coiffure, c'est pas prof de maths non plus, quoi. Elle bosse chez L'Oréal. Ouais, mais bon, elle est coiffeuse. Et en fait, tu vois, c'est ce regard que j'ai toujours ressenti, extrêmement condescendant, et qu'il l'est moins aujourd'hui évidemment parce que j'ai l'assurance que j'ai aujourd'hui et que je m'exprime très bien sur le sujet. Mais j'avoue que ça a toujours été assez rigolo quand tu es dans une soirée branchouille parisien et dans l'inauguration d'une, je sais pas moi, d'une boutique ou d'un truc comme ça, et puis que tu as quelqu'un qui te demande ce que tu fais et que tu regardes, tu dis bah je suis coiffeuse, et tu as la tête qui se penche sur le côté et le regard un peu condescendant. Ça m'a toujours fait rigoler. Et en fait, je l'exprime très bien aujourd'hui en disant que on parle souvent du plafond de verre, et encore plus du plafond de verre pour les femmes. Moi, en fait, mon plafond de verre, ça n'a jamais été d'être une femme. Heureusement pour moi, je sais que d'autres de mes consoeurs l'ont subi. J'ai jamais été, ça n'a jamais été un problème d'être une femme. Je n'ai jamais été embêtée par un homme. Je n'ai jamais eu manqué un poste parce que j'étais une femme. Par contre, mon vrai plafond de verre, c'est d'être coiffeuse, tout simplement. Et c'est pourquoi je me suis battue toute ma carrière dans tous les jobs que j'ai fait, professeure, directrice pédagogique, entrepreneuse, dans tous les jobs que je fais et que j'ai fait, ma motivation, c'est de faire de mon métier un grand métier et de valoriser mon métier. Et pour conclure, je te dirais que je pense que c'est à tous les acteurs, tous mes camarades de l'écosystème coiffure français, de valoriser notre métier. Et c'est ce qu'on doit faire parce que notre métier de coiffeur est un très, 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 très beau métier. Merci, Stéphanie. Ce que j'aime bien dans ton message, c'est qu'il invite aussi chacun à prendre, 100 de responsabilité sur son Exactement. parcours, sur voilà, là, c'est un petit peu la sagesse de reconnaître ce qui est en son pouvoir, ce qui ne l'est pas et de se dire: «Bah, en fait, je suis responsable d'avancer quelle que soit ma situation». On n'est pas là pour, être dans un discours, de victime et cetera. On avance, quoi Pas du et tout. Ouais. heu et c'est ça que j'adore dans ce que tu nous transmets. Et justement, en prenant du recul sur ton parcours, quels sont les piliers sur lesquels toi tu t'es appuyé et peut-être, que tu as découvert qui pourraient permettre à chacun de se revaloriser en revalorisant du coup son métier, vu que tu en as fait ta raison d'être aussi? Bah, déjà, pour être honnête, je trouve qu'aujourd'hui, les règles du jeu, elles ont changé. Parce que, via les réseaux sociaux, hein, et parce que du coup, la nouvelle génération de talents là, qui est en train d'arriver sur le marché, qui est en train de tout dégommer sur notre marché de la coiffure, cette nouvelle génération de talents, la notoriété, elle se fait pas par les diplômes, elle se fait par les réseaux sociaux. Alors, je te parle pas d'influenceurs et de Nabila, je te parle de ce qui se passe dans mon métier en coiffure. C'est-à-dire qu'il y a plein de jeunes talents, qui sont en train d'émerger, qui peuvent très naturellement montrer leur travail, créer une communauté, mettre en valeur leur créativité, leur gestuelle, leurs projets artistiques, et donc du coup, ça te crée une certaine notoriété qui te permet d'être certainement, beaucoup plus, confortable dans ton métier. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui le statut, et le fait d'être coiffeur est beaucoup moins un sujet. Je le ressens en tout cas beaucoup moins de pression sociale et beaucoup moins dans les discours que me donne cette nouvelle génération. Ça, c'est le premier point. C'est une Et très bonne nouvelle. oui, c'est une très bonne nouvelle et ça va aller qu'en s'améliorant. Et puis je pense que la revalorisation de mon métier, elle passe forcément par l'éducation. C'est mon fer de lance, mais j'y crois vraiment parce qu'en fait tout démarre pardon, à la base. C'est-à-dire qu'en fait, si dès le départ, quand tu as des jeunes et que tu les, valorises et que tu expliques que ce qu'ils font, c'est extraordinaire, comme un jeune qui va faire une école, de commerce à qui on va expliquer qu'il est extraordinaire, et ben, c'est par là que ça passe. Et donc du coup, d'abord il y a le cadre de la formation, c'est-à-dire que, aujourd'hui, il faut que les formateurs de coiffure soient mieux valorisés, parce que c'est eux qui transmettent, financièrement, déjà pour commencer, parce qu'un formateur de coiffure en CFA, n'est pas extrêmement bien payé, comme beaucoup de coiffeurs d'ailleurs aussi. Et puis il faut qu'ils soient formés et engagés, à davantage performer avec ces jeunes. Il faut également qu'il y ait plus de moyens
dans les locaux, dans les équipements, dans les intervenants, dans les écoles de coiffure. Il faut vraiment qu'on donne plus de moyens aux écoles et c'est en train de se transformer, notamment, avec les OPCO qui, sont en charge, hein, de redistribuer justement, l'argent pour la formation et qui, je le vois, je le sens dans les écoles, sont en train de mettre plus de moyens pour le digital, pour les équipements. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Ensuite, il y a les apprentissages. Ben, clairement, il y a la refonte totale de nos diplômes qui sont, décorrélés de la réalité et qui doivent être beaucoup plus proches de la réalité, de notre marché. Le CAP, le BP, le bac pro, tous ces diplômes-là sont, quand même, souvent éloignés. D'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve souvent en salon. Les maîtres d'apprentissage te disent souvent: «Bah, je comprends pas trop ce que vous leur apprenez à l'école, c'est pas ce qu'on fait en salon». Et puisqu'on parle des maîtres d'apprentissage, c'est aussi un point clé de la valorisation de notre métier. Tu te doutes bien que dans ma carrière, j'ai bossé avec, je sais pas, 400 salons de toute l'Île-de-France, donc j'en connais un paquet et je sais très bien quels sont les salons hyper impliqués dans l'apprentissage et la montée en compétences de leur, CAP ou de leur BP coiffure, hein. Il y a aussi beaucoup de maîtres d'apprentissage qui prennent des étudiants et des apprentis pour, plier des serviettes et servir du café. Mmh. Et aujourd'hui, il y a pas de diplôme de maître d'apprentissage. Tout le monde peut être maître d'apprentissage, et je pense que ça, c'est il y a un vrai problème de veille, là-dessus, pour que du coup, on puisse, sélectionner des maîtres et puis former des maîtres d'apprentissage à être encore plus impliqués dans la formation de leurs étudiants. Même si je le répète, il y a des centaines d'hommes et de femmes que je connais au quotidien et qui sont incroyables pour, faire monter en compétence leurs apprentis. Mmh. Et puis après, à l'intérieur des cours, et des référentiels de compétences, il faut qu'il y ait beaucoup plus d'entrepreneuriat, beaucoup plus d'expérience client, de matière qui rend autonome sur le marché, en tant que chef d'entreprise, en tant que coiffeur, de l'anglais, des soft skills. Bon ça, je reviendrai jamais assez là-dessus. Et puis après, il y a un vrai problème d'image de notre métier. En fait, ma vraie question, c'est à quand le top chef de la coiffure? À quand, des reportages sur des, super chefs d'entreprise, des artistes incroyables dans mon métier, qui font, notre métier en France? À quand la revalorisation, du, concours des meilleurs ouvriers de France et quand est-ce qu'on met en avant, les quelques meilleurs ouvriers de France, qu'on a chaque année, en coiffure? Et à quand une série française ou un film américain dans lequel, le coiffeur ou la coiffeuse est un artiste hyper valorisé, et qui est hyper mis en avant, pardon. Voilà, c'est ça en fait, qu'il faut mettre en place pour valoriser notre métier de la coiffure. En tout cas, c'est ce que, j'aimerais qu'il arrive dans mon métier. Mmh. Donc, ouais, le cadre, il y a un cadre, éducatif, des apprentissages, qualitatifs qui doivent être Mmh mh. structurés et on parle aussi, d'image. Mmh. Ce que moi j'aurais voulu savoir, c'est que, bah, toi quand tu as commencé, il y avait pas tout ça, tu vois? Il y avait pas encore, la possibilité de construire une image de manière très rapide avec les réseaux sociaux et j'imagine que le cadre éducatif était pas forcément meilleur, quoique je ne sais pas. Toi, comment tu as fait pour enfin, tu t'es formé en permanence? Tu vois, à titre personnel, je voulais un peu comprendre comment tu avais fait, pour faire et pour, aussi pour ton image, ensuite pour gérer ton image, parce que je sais que tu es très actif sur les réseaux sociaux. Alors, déjà, il y a un premier point, c'est que j'ai tout de suite compris, du haut de mes, 15 ans, que le réseau était hyper important, 1 et que 2, mon métier était un tout petit, petit, petit métier et que tout le monde se connaissait. Donc déjà adolescente, je faisais très, très, très attention aux gens que je rencontrais. J'avais un petit carnet où je notais, telle personne, c'est, l'épouse du directeur de Schwarzkopf France. Alors du coup, elle a, 2 enfants et voilà et je faisais très attention à noter tous les petits détails qui me permettaient d'après d'envoyer mes petites cartes de vœux, mes petits coups de téléphone et cetera. Ça, c'était très important et le réseau, je l'ai vraiment construit comme ça et aujourd'hui, j'ai beaucoup d'amitiés professionnelles dans ce métier, et que j'ai très naturellement parce que je m'intéresse aussi et je vais vers les gens qui sont hyper intéressants et qui me font grandir. Ça, c'est un vrai point. Hem, Merci de rappeler ça d'ailleurs, hein, qu'aujourd'hui le réseau, c'est pas juste les réseaux sociaux. La base de la base, c'est quand même, de retenir les prénoms des gens, de tisser des relations vraies. J'adore le tips que tu donnes qui est très peu utilisé aujourd'hui. En tout cas, le truc était normal il y a peut-être quelques années d'envoyer une carte de vœux, une vraie carte dédiée à quelqu'un. Je connais une personne qui le fait, il est à son compte, il est avocat. Chaque, année, je reçois une carte de vœux, personnalisée et en fait, bah, du coup, si quelqu'un me parle, d'un besoin et bah, je vais parler de lui parce que parce que c'est exactement. 1000 fois plus fort que
tous les messages ou les pubs qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Merci pour le petit rappel. Je pense que ça marche encore aujourd'hui, La ça. carte de vœux est extrêmement importante. Moi, je l'ai arrêtée depuis 2 ans en version papier, parce que, éco-responsable et que je veux pas imprimer du papier pour rien. Mais par contre, chaque personne reçoit son petit message personnalisé pour les son petit SMS personnalisé pour les vœux de fin d'année. Je n'envoie pas des messages groupés insupportables, pour, les vœux de fin d'année. Ça, c'est un truc qui est hyper important. Donc ça, c'est un premier point, mais le réseau, c'est, vraiment ce qu'il y a de plus fort, hein. Et d'ailleurs, tu vois, là, je te le partage, mais c'est un de mes projets pour 2023. J'ai créé le Cercle des femmes de la coiffure. C'est un projet hyper ambitieux, qui est parti d'ailleurs à la base juste d'un truc sympa, tu vois? J'ai plein de super nanas dans mon réseau, des femmes brillantes, inspirantes, on se fait des dîners une fois par mois et puis finalement, on est en train de structurer ça et on va le transformer en une association et on va donc du coup, créer donc ce cercle des femmes de la coiffure qui va permettre, plein de missions pour valoriser notre métier, mais j'en reparlerai plus tard parce que pour l'instant on est en phase de création. Mais ça fait partie du réseau, tu vois? Avoir vraiment, des femmes puissantes autour de moi qui peuvent m'aider et que je peux aider également. Voilà, ça c'est pour le réseau et puis là, pour répondre à ta question justement, enfin pour revenir sur ta question, pardon, la formation, bah oui, effectivement, toute ma carrière, je me suis formée. C'est-à-dire que même encore aujourd'hui d'ailleurs, hein, sur d'autres sujets, que de la coiffure d'ailleurs, pas que, mais des stages de formation et aujourd'hui surtout quand tu vis à Paris ou dans les grandes villes, c'est hyper facile quand tu es coiffeur de faire plein de stages de formation dans toutes les maisons de produits qui font souvent d'ailleurs des stages gratuits pour découvrir les produits. Pourquoi j'en ai fait, des dizaines dans ma carrière, à Lyon, puisque je suis de la Drôme, à Lyon ou après à Paris quand je suis venue vivre à Paris. Alors oui, pour découvrir des produits et des marques, mais en fait, c'était aussi pour le réseau. Parce que quand tu passes, 3 heures à l'Académie Vella, avec plein d'autres coiffeurs qui sont venus faire ce stage, bah, tu crées du réseau, tu rencontres des gens. Donc c'est pour ça que la formation aussi pour moi, elle est montée en compétences, mais elle est aussi rencontrer des gens qui te font grandir. Mmh. Super intéressant et je pense qu'aujourd'hui ça peut parler aussi sur, plein d'autres métiers. S'il est possible de se former partout dans la coiffure, sur plein d'autres métiers, je suis à peu près certain qu'il y a pas mal de formations accessibles en Bien ligne ou en sûr. physique et la formation physique, moi qui viens aussi du milieu de la formation, Mmh. je défends aussi un petit peu la formation physique parce que tu as Bien raison, sûr. il y a un lien, il y a un côté multisensoriel, déjà et il y a un lien qui même pour des formations, sur des métiers digitaux, hein, j'aime bien la formation physique parce que tu tisses des liens aussi avec des gens et en fait, c'est ça que tu retiens. Moi, toutes les formations que je fais, les meilleures formations, en fait, c'est que je garde des liens avec certaines personnes et qui font partie maintenant de mon réseau Bien sûr. et et voilà et ça laisse une trace de cette expérience d'apprentissage encore plus, encore meilleure, quoi. Dans mon métier, le covid a bouleversé beaucoup de choses. On peut pas faire de télétravail quand on est coiffeur, mais par contre sur l'éducation et la formation, du coup, de nombreuses, centres de formation et de maisons de produits se sont mis encore plus davantage sur le offline et c'est fantastique. Mais en fait, une vraie formation pour moi aujourd'hui, c'est O plus O, online et offline. Tu ne peux pas apprendre à faire une coupe de cheveux si tu n'es pas, présent en train de couper, sur un modèle ou sur une tête malléable. Et ce mélange par contre d'apprentissage est extrêmement intéressant. L'ouverture au digital, à la digitalisation de la formation est très, très intéressante. Et aujourd'hui, tu en as parlé tout à l'heure, tu coiffes, encore un petit peu? Je coiffe les je coiffe, mes amis et ma petite maman évidemment, depuis, depuis très longtemps, mais je ne coiffe plus en salon de coiffure. Par contre OK. là, j'ai fait un appel à tous mes potes, coiffeurs studio, ça me démange un peu, donc je serai prochainement, en studio pour retravailler un peu, sur l'artistique parce que ça me manque beaucoup. Mais c'est à titre, voilà, personnel et c'est juste pour m'amuser. Ouais et je pose la question parce que j'imagine que c'est important aussi de garder la main en fait, sur enfin de rester sur le terrain comme on dit pour, surtout quand tu es dans la transmission, quand tu es dans la formation, pour pas trop se déconnecter. Enfin j'entends souvent C'est c'est un hyper risque important. de C'est-à-dire devenir juste formateur parfois. C'est-à-dire que, lorsque j'étais formatrice, en centre de formation d'apprentis, hein, j'ai quand même été plus de 10 ans formatrice. En parallèle, j'avais, une carrière de coiffeuse studio, donc je bossais vachement en studio le week-end et je travaillais également dans une agence d'intérim et j'allais bosser tous les samedis en salon de coiffure. Pour gagner 3 francs 6 sous, mais c'était pas le propos, c'était parce que je voulais rencontrer c'est pour ça que je bossais en intérim pour chaque week-end être dans un salon de coiffure différent et apprendre, de nouvelles techniques et garder la main. Parce qu'en fait, si tu pas bossé, si tu pas fait de coiffure depuis 15 ans, ça va être compliqué d'apprendre à faire un chignon à un de tes élèves. C'est, primordial et c'est ce qui te permet de vraiment rester connecté, à la réalité du marché.
pense effectivement que c aussi que c'est super important de rester connecté à la réalité du marché, mais et du coup, aujourd'hui, toi qui as plein d'activités, comment tu gères tout ça? Comment tu t'organises? Tout à l'heure, tu as parlé de tes réseaux sociaux aussi. Allez, moi, je vais, Mmh. ce on va prioriser les questions, j'en ai plein, mais aujourd'hui, comment tu gères ton image? Parce que tu es présente sur les réseaux, et j'imagine que ça c'est tentant pour pas mal de monde, pas mal de jeunes d'aller, dire: «Allez, je vais investir sur les réseaux, je vais créer du contenu». Sauf que ça peut être un peu casse-gueule, ça peut être addictif. Est-ce que tu as quelques conseils à donner là-dessus? Alors moi, je suis sur les réseaux sociaux depuis 12 ou 13 ans, en commençant par Facebook, à l'époque. J'ai basculé sur Instagram depuis, 5 ans et sur Link depuis, ouais, 4-5 ans aussi. Hem, j'ai commencé sur les réseaux sociaux d'abord parce que, bah, c'est il y a 12 ans. Pourquoi sur Facebook? Parce qu'en fait, je suis partie faire j'avais 30 ans il y a 12 ans et j'ai pris un grand congé sabbatique. Donc je suis partie pendant 1 an avec ma petite valise de 20 kilos de matos de coiffure et de bigoudis et d'épingles et puis, 10 kilogrammes de maillot de bain et je suis partie, en Nouvelle-Calédonie, qui est mon pays de cœur, hein. J'y ai, habité, plusieurs années et en Indonésie et en Australie et donc en fait, j'avais créé ce Facebook pour mes élèves puisqu'à l'époque, j'étais prof de coiffure, j'avais pris un congé sabbatique et donc du coup, c'était pour, garder le lien avec mes élèves et puis montrer quoi, tout ce que je faisais, dans tous ces pays-là et c'est l'essence même de mes réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'en fait, je j'ai pas de réseaux sociaux oui, bien sûr que c'est pour mon image, évidemment, je vais pas mentir, mais ce que je veux faire passer dans mes réseaux sociaux, c'est, mon métier et les gens que je rencontre. C'est-à-dire qu'en fait, je fais des posts souvent convictionnels sur, ce que j'ai envie de dire sur mon métier. Mais surtout, je mets en avant toutes les personnes que je rencontre, les jeunes talents que je rencontre, les salons incroyables, les entrepreneurs et cetera. Donc c'est vraiment à ça que servent mes réseaux sociaux, c'est à faire passer des messages et j'y consacre, en moyenne par semaine, entre 8 et 10 heures. Ça prend du temps parce que, sur les genre, maintenant j'ai aussi, ouvert mon TikTok il y a, je sais pas, il y a 1 an maintenant. Je suis un peu moins proactive sur le TikTok parce que je j'ai pas envie de faire, des danses et de suivre les tendances et les trucs, hein, on s'entend là-dessus. Donc j'essaie de trouver des compromis sur TikTok. Mais en tout cas, ça prend du temps parce que chaque message est pas la de la c'est-à-dire que tu fais pas un même message sur, LinkedIn que sur, Instagram, que sur Facebook. C'est pas de la même audience, c'est pas le même public. Sur Facebook, c'est beaucoup, beaucoup mes anciens élèves, parce que tu te doutes bien que j'ai formé un paquet d'élèves dans ma de depuis toutes ces années. Donc c'est vraiment pour garder un lien et c'est des messages vraiment ancrés avec mes anciens élèves. Sur Instagram, c'est beaucoup plus artistique et beaucoup plus moderne et sur LinkedIn, c'est beaucoup plus pour entretenir le réseau Mmh. et je te dis sur TikTok, j'ai encore pas vraiment trouvé ma voie. Je suis en train de me chercher, je vois pas trop, je vois pas enfin voilà, je vois comment utiliser ce média. Les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est hyper important et le conseil que je donnerais, c'est, de trouver son angle évidemment, mais il faut déjà répondre aux messages et soigner la réponse aux messages et tu regardes tous les gens hyper influents dans mon métier, qui ont, 20, 10, 30, 54 followers, répondent toujours aux messages de tout le monde et aux miens en l'occurrence et ça, c'est hyper important. Il faut avoir des belles images et bien choisir son feed et surtout, 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 par pitié, il faut mettre en privé ces réseaux, privés. C'est-à-dire qu'en fait, je n'ai pas envie de te voir en maillot de bain, au bord de la piscine, sauf si c'est un vrai message que tu veux passer sur tes réseaux professionnels, mais il faut vraiment avoir 2 comptes et c'est le premier truc que je dis, à n'importe quel jeune qui démarre pour créer sa signature digitale. Un, ton Facebook perso et ton Instagram perso, tu le fermes et tu le mets en privé. Je ne veux pas te voir avec, ton gamin, ton maillot de bain, tes vacances, voilà. Ça, c'est le premier point et parce qu'aujourd'hui, on va pas se mentir, quand tu fais un recrutement en tant qu'employeur, en tout cas, moi, c'est ce que je fais. La Tu première regardes. chose que je fais, c'est pas de regarder un CV, je m'en fous du CV, ça ne sert plus absolument plus à rien, encore moins une lettre de motivation. Hem, la première chose que je fais, c'est, googliser, regarder ce qui traîne sur internet Bien sûr. et si tu es pas capable d'avoir, supprimé, et je vous raconte une anecdote véridique, c'est-à-dire qu'un jour j'ai eu un CV, d'un super mec, pour être, prof de coiffure et quand je suis allée sur ses réseaux sociaux, je le vois sur la plage en train de fumer un pétard.
grand bien lui fasse, j'ai aucun souci avec ça. C'est juste qu'en fait, quand tu vas être prof et que tu vas former des jeunes qui vont aller sur les réseaux sociaux te voir, je veux pas que mes jeunes ils puissent te voir en train de fumer un pétard sur la plage. Donc en fait, fais juste attention à ça. Donc attention aux messages qu'on diffuse sur les réseaux sociaux et protégez votre vie privée et passez des vrais messages qui sont intéressants pour votre communauté et valoriser le métier de la coiffure avec vos réseaux sociaux, c'est hyper important. Oui, alors, tu es en train de me faire flipper. Je suis en train de me dire: «Il faut à Mince. tout prix que j'aille il faut à tout prix que j'aille, supprimer, faire un Bien check de mon sûr, Facebook. Mathieu. Il doit y avoir des Oui, horreurs qui Mathieu. datent d'il y a 10 ans, J'y tu vois? suis Je l'ai jamais allée. fait. J'y suis allée, C'est j'ai pas vu. vrai, Eh oui, c'est Mathieu. pas vrai. Bah Oh oui, là parce là. que quand tu m'as proposé de faire ce podcast, le premier truc que je fais, c'est d'aller voir qui m'invite et qui m'invite à faire un podcast. Mais comme tu as plein d'autres trucs hyper intéressants, c'est pour ça que j'ai accepté de faire ce podcast avec toi. Ah merci, ouais, bah, je vais aller cleaner mon Facebook. Du coup, je me dis: «Ouh là là, qu'est-ce qu'elle a vu?» Non, mais c'est vrai, c'est terrible. C'est un super conseil que tu pour revenir plus sérieusement sur ce que tu viens de sur le petit cours de marketing, en fait, que tu viens de nous donner. Il y a un truc qui est super important, que tu as dit au tout début, c'est que, bah, toi, aujourd'hui, ça prend 8-10 heures par semaine. Donc en fait, c'est une vraie partie du boulot, c'est pas un truc Bien en sûr. plus. C'est pas, juste pour se faire plaisir. C'est super important. Ça nécessite du temps, ça nécessite de l'organisation. Ça sert à rien d'aller sur tous les réseaux si c'est pour mal le faire. Tu l'as dit, important d'aller sur un réseau qui correspond à son angle, où je peux parler à ma cible, parce que chaque réseau, c'est des Mmh. formats différents, des cibles différentes. Très important de bien le faire. Ça sert à rien d'aller sur plein de réseaux si déjà tu réponds pas aux messages sur, par exemple, Instagram, c'était sur Insta. Super important, je pense, c'est enfin, vraiment cool que tu le dises parce qu'il y a un piège qui consiste à vouloir tout faire tout en même temps et en fait mal faire et vouloir aussi copier-coller, par exemple. Donc voilà, ça c'est vraiment, vraiment un bon conseil. Et moi, je vais appliquer le tien d'aller d'aller cleaner, d'aller faire un grand ménage sur ce qui traîne sur mes réseaux perso d'il y a 10 ans. C'est terrible, hein. Je pense que ça nous poursuit, quoi. Hem, Merci pour tout ça. Je voulais savoir, toi, à travers tout ton parcours, dernière question sur ton retour d'expérience. Tu as dit que tu avais souvent eu ce «mais». Mmh. Je voulais savoir quelles avaient été les plus grandes, difficultés pour toi et comment tu les as su surmonter? J'ai dansé sur l'adversité avec une certaine élégance. Honnêtement, je sais pas, comme si tu veux, je me prends pas au sérieux et je suis très, très sûre de mes valeurs intrinsèques, de ma légitimité, et de mes ambitions. Honnêtement, j'en ai eu, hein, un paquet de difficultés, honnêtement, j'ai glissé dessus, j'aurais pas de tips à te donner là-dessus. Enfin, j'ai même pas je pourrais même Mmh. pas te citer d'ailleurs, hein, vraiment d'adversité parce que voilà, moi je bulldozer, je fonce dans le tas, j'y vais et ça serait faux de te dire que je ne fais pas attention au regard des gens, ça serait totalement faux et c'est pas vrai. Mais mes convictions sont plus fortes que, mes convictions sont plus fortes que la bienséance et Mmh. notamment quand tu as bossé 17 ans pour enfin, en chambre de métier et avec des référentiels éducation nationale, il faut savoir avoir des appuis, donc des gens c'est ça en fait le truc, c'est qu'il faut avoir aussi des N+1 qui sont vraiment prêts à t'accompagner et qui t'ont pas choisi pour rien non plus, hein, on s'entend là-dessus. Donc il faut vraiment savoir, foncer dans le tas, avec un peu d'élégance et puis il faut y aller quoi et puis souvent tu te crames. Moi j'adore me cramer parce qu'en fait à Ah chaque ouais? f ah bah, bien sûr, chaque fois que je me suis cramée, j'ai appris tellement de choses. Donc moi, en fait, mon vrai leitmotiv, c'est que je ne me demande jamais si c'est possible. Me demande juste comment je vais y arriver. Parce qu'en fait, tout le monde te dit toujours que c'est jamais possible. Tout le monde te dit: «Mais c'est impossible, tu peux pas. Emmener 10 jeunes, au Brésil, en voyage pédagogique, ça vaut 40K, c'est pas possible». Bah si, c'est possible, tu vas voir, on va le faire et on l'a fait plein de fois, tu vois? Et ça, c'est sur plein, plein de trucs. Emmener, 15 jeunes coiffés sur la Fashion Week. Non mais c'est pas possible. Bah si, tu vas voir, c'est facile. On va trouver une maison de produits, on va sponsoriser, on va faire une équipe artistique, je vais appeler mes contacts et puis on va le faire. Point barre. Donc en fait, si tu veux, et après des fois je me plante, hein, enfin on s'entend là-dessus, hein, j'ai pas fait les choses comme il faut, il y a des retours qui peuvent être négatifs, enfin voilà et donc là j'apprends. Et c'est pour ça que, aujourd'hui, le fait d'avoir ouvert ma société et ma structure, c'est aussi parce que, je suis forte de tous ces plantages.
Et donc je sais, maintenant ce qu'il faut et ce qu'il faut pas faire et j'ai encore, 20 ans à bosser, voire même un peu plus apparemment. Donc on va encore beaucoup s'amuser. Je sais que c'est impossible d'éviter les plantages, même au contraire, c'est ce que tu dis, c'est avec ça Il qu'on faut! apprend. Mais j'avais quand même du coup une question parce que tu as déjà touché, ce sujet-là. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui se lance et qui veut réussir dans la coiffure, sans se cramer quand même, si possible? Alors, c'est hyper simple de pas se cramer. Ça se tient en 5 points. Un, alors là on se parle de une jeune femme ou un jeune homme de, 15-16-17 ou 18 ans qui veut post-études, rentrer en coiffure, ou on parle de n'importe quel, adulte aujourd'hui puisqu'on a énormément de reconversions professionnelles dans mon métier en ce moment. On le ressent vraiment. Il y a plus de 40 de nouveaux arrivants, qui sont, en reconversion professionnelle, tous diplômes confondus, donc c'est énorme. Ça veut dire que mon métier est en train d'intéresser des gens qui voulaient être coiffeurs, dont les parents leur ont dit: «Il en est même pas question, tu passes ton bac et tu deviens avocat» et qui au final, ben, à 30-40 ans, 50 ans, ont envie de devenir coiffeur. Donc ça, c'est un super point pour mon métier. Les 5 conseils hyper clairs quand tu veux devenir coiffeur. Un, teste-toi avant de te lancer. C'est-à-dire que avant de t'engager, d'acheter du matériel professionnel et de t'engager dans une formation diplômante, va te faire 2-3 stages dans différents salons autour de chez toi et parle avec des coiffeurs du salon pour t'assurer que tu vas kiffer ce métier. Parce que en fait, on peut idéaliser mon métier, mais en fait, en vrai, mon métier, c'est quand même, 10 heures debout à faire, des shampoings, les mains dans l'eau, à, couper des cheveux debout, et parfois, d'ailleurs, être pas super bien payé pour le faire. Ça, après, c'est un autre débat. Mais en tout cas, voilà, donc va autour de chez toi, tu te fais un indépendant, tu te fais un gros salon un peu classieux, tu te fais, un super beau salon d'une franchise et tu demandes, tu rentres, hein, tu dis voilà, est-ce que je peux venir en auditeur libre une matinée avec vous, juste je veux observer, etc. Parle avec les gens et demande-leur comment ils aiment leur métier et tu vas vraiment savoir si tu veux faire ou pas de la coiffure avant de te lancer. Deux, une Mmh. fois que tu as décidé d'être coiffeur, choisis bien ton école. Il y a 190 écoles de coiffure aujourd'hui en France. Il y a des réputations qui se font aujourd'hui. Je suis pas une méga accro aux étoiles de Google parce que bon, on sait que tout le monde y met un peu sa patte. Mais parle avec les étudiants. Avec Instagram, c'est hyper cool aujourd'hui. C'est-à-dire que, va sur l'Instagram de l'école, chope 2-3 étudiants, parle-leur en message privé, demande-leur comment est l'école. Ils sont comment les formateurs? Est-ce que tu sens qu'il y a un engouement? Et puis surtout, tu te fais les JPO, les journées portes ouvertes des écoles. Va voir les locaux, va parler avec les formateurs. Vois si tu ressens de la passion et de l'engagement et là, du coup, tu pourras très bien choisir ton école. Et le troisième combo, évidemment, bah, c'est ton maître d'apprentissage, c'est le mec ou la nana qui va t'apprendre son métier pendant 3 ans, pendant 2 ans de CAP ou 2 ans de BP. Et ça, c'est hyper important parce que moi, c'est la chance, l'extrême chance que j'ai eue, c'est que moi, mon maître d'apprentissage, Jean-Jacques Damian, il s'appelait, et qui m'a accepté dans son salon, qui m'a pris sous son aile et qui a tout de suite compris qu'il fallait que j'étais une jeune femme, une jeune fille, une adolescente très très autonome, et qui m'a appris son métier avec beaucoup de passion et beaucoup d'amour, et qui m'a laissé ultra autonome dans mes apprentissages pour que je puisse vraiment m'épanouir. Et je cite souvent cette phrase qui est très importante pour moi. Quelques années plus tard, je dirigeais un de ces salons de coiffure en tant que manager, mais de mon premier poste de manager, j'avais 21 ans. Et un jour, il rentre dans le salon et je suis en train de coiffer une de ses clientes. Et la cliente, un peu gênée, lui dit: «Oh là là, je suis désolée, je préfère passer avec Stéphanie, je préfère quand elle me coiffe». Et cette phrase mythique: «Bien sûr, l'élève a dépassé le maître, j'ai réussi mon job». C'est ça être un bon maître d'apprentissage. Former un jeune pour qu'il le dépasse et qu'il soit extrêmement accompli dans son métier. Et donc c'est dur de trouver un maître d'apprentissage qui ait vraiment envie de te transmettre ses apprentissages et qui ait vraiment envie de te faire monter en compétences. Donc choisis bien ton maître d'apprentissage, rencontre des gens, fais ton CV puisqu'il faut faire son CV, mais c'est pas le plus important. Va à la rencontre des maîtres d'apprentissage et discute de ton projet professionnel. Qu'est-ce qu'il attend de toi? C'est quoi le salon? C'est quoi être corporate dans le salon? Comment tu vas monter en compétences? Et oui, c'est normal de faire des shampoings et de passer le balai quand tu démarres en apprentissage. Oui, c'est normal, parce que c'est comme ça et faire un shampoing, c'est très compliqué. Donc en fait, en vrai, donc c'est normal. Mais par contre, il faut après vraiment aller plus loin. Et je précise également que quand tu es payé un pourcentage du SMIC pour travailler en salon de coiffure, tu es beaucoup plus rentable quand tu fais du chiffre d'affaires que quand tu fais des shampoings. Donc en fait, prends des initiatives et vas-y.
Le 4e truc, le 4e conseil, ben, je l'ai dit tout à l'heure, travaille dès le début ton network, ton image sur les réseaux sociaux, en réel, en vrai aussi. Et puis, notre milieu est un tout petit milieu. Tout le monde se connaît, tout le monde a une réputation. Fais-y très attention. Moi, je peux te le confier, j'ai loupé une fois un job canon. Je donne pas de nom, mais voilà, pour un grand groupe, et c'était en plus pour partir vivre sur une île, tout simplement parce que le job que j'avais fait avant, j'avais un peu froissé la manager à qui j'avais fait un peu peur. Bref, et quand on l'a appelée pour avoir mes références, elle m'a défoncé et j'ai pas eu le job. Et ça, je l'ai su après. Ah. Et c'est une super leçon de vie. Ça m'a fait, je sais pas, je devais avoir 22 ans ou un truc comme ça. J'ai loupé un job de dingue. Peut-être qu'aujourd'hui, je serais en train de vivre sur une île à La Réunion, pour pas la nommer, et voilà, j'aurais une autre vie, juste parce que j'ai loupé ce job. Donc, c'est génial. Voilà, il faut faire très, très, très attention à son réseau. Et enfin, le 5e conseil, éclate-toi, voyage, tente, essaye, amuse-toi dans ton métier. Si dès le départ tu sens que tu t'ennuies, quitte le navire. Sinon tu vas jamais y arriver. Donc si tu t'ennuies, c'est que tu n'es pas bon dans ton métier et que ça ne t'intéresse pas. C'est pas grave, hein, il y a aucun problème. Quitte le navire et va faire un autre job, c'est pas grave. Voilà mes 5 conseils. C'est une sorte de petite masterclass. Merci beaucoup, Stéphanie, où j'ai écouté attentivement. Ça résonne pas mal, notamment quand tu parles de bien choisir son maître d'apprentissage. Moi, ça résonne avec mon parcours. En fait, ça me fait penser à la notion de mentor. C'est hyper Mmh. important, pour bien apprendre, pour progresser, de trouver en tout cas des gens, soit des inspirations, des gens, moi je trouve, j'ai parfois des gens que je connais pas, que j'écoute en podcast, et cetera, soit des gens directement qui m'ont fait confiance et qui, voilà, qui ont accepté d'ouvrir un peu leur coffre-fort. Et ça, enfin, à chaque fois que j'ai eu des boosts de confiance et des boosts sur un sujet dans mon parcours, ça a été grâce effectivement à des rencontres, à des mentors physiques ou virtuels qui m'ont permis de Et prendre si confiance, pardon. et si Et, je euh, reprends et ton pardon, excuse-moi, je te pardon, ouais. excuse-moi. Non, Je du coup, j'avais une question. Tu as parlé de ton maître d'apprentissage, Mmh. mais je voulais te la poser tout à l'heure. Il y a plein d'acteurs autres que toi, du coup, qui valorisent ton métier. Et pour des gens qui chercheraient un mentor virtuel, justement, à s'inspirer, voilà, je voulais savoir si tu avais quelques noms aussi à donner. Alors déjà, puis je voulais rebondir sur le terme de mentor parce que moi, c'est hyper important. Pay it forward, c'est-à-dire qu'en fait, moi, mon métier m'a beaucoup apporté, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je n'hésite vraiment pas, à mentorer, beaucoup de gens, qui me le demandent et qui me font confiance, et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un devoir quand tu as réussi dans ton métier, et que ton métier t'a fait réussir, parce que j'ai pas voilà, c'est aussi mon métier qui m'a fait réussir, tu dois absolument redonner derrière. Ça, c'est hyper important. Et pour répondre à ta question sur les acteurs aujourd'hui de mon métier qui valorisent mon métier, j'en ai plein, hein. Il y en a plein, mais je peux déjà commencer par te citer, tous les grands noms de la coiffure, qui ne sont d'ailleurs, pratiquement que des hommes, mais qui ont développé, la franchise en France, de Sange, Monsieur François pour le groupe Vogue, et évidemment, Franck Provost qui a et j'ai bossé d'ailleurs pour Franck Provost à ses débuts, il y a plus de 20 enfin pas lui c'était pas ses débuts, mais moi c'était mes débuts, c'était il y a plus de 25 ans. Et quand on voit ce qu'il a transformé, c'est, juste incroyable, et ça valorise terriblement notre métier. Et puis il y a plein de gens que je rencontre au quotidien. Je vais te parler, je sais pas, moi je vais te parler de Nicolas Waldorf, qui est un entrepreneur de dingue, et en ce moment justement sur ses réseaux sociaux, je le souligne, il est en train de faire des vidéos hyper intéressantes où il ne parle que de ses plantades, de comment il s'est planté dans ses différentes entreprises. Je trouve ça passionnant, de l'écouter. Je vais te parler, de Patrick Hamed, qui est le patron des salons, Medley, et surtout qui est le fondateur de Hair Community. Il a réussi à regrouper je sais pas, il doit avoir au moins 200 coiffeurs dans son groupe, qui sont tous réunis pour, valoriser le métier et pour, s'entraider entre eux. C'est canon ce qu'il a fait. Je peux te citer, Ève Labordrie, qui est, journaliste et qui, met en avant, elle vient de la mode en plus, donc elle met en avant tous les talents de la coiffure sur son site, brunette.com. Je peux te citer, Garance Delacour et Kevin Pugliese, que j'adore, qui à eux 2 cumulent 44 followers sur les réseaux sociaux et qui imposent leurs règles. Ils viennent de créer leur salon de coiffure, c'est le Babe Squad, et ils imposent leurs règles et ils font de notre métier, ils donnent une image de notre métier hyper valorisée.
Qu'est-ce que je peux te citer? Je peux te citer également, Virginie Gallardo, qui est la directrice générale de Provélite, l'école de Franck Provost. Je l'ai rencontrée hier et elle m'a fait visiter son école de coiffure et c'est dingue ce qu'ils font pour, former, les nouveaux talents, au métier, de la coiffure. Et puis pareil pour Fatia Benzia, qui est la directrice technique du groupe Vogue et qui a créé un partenariat incroyable avec Sylvia Terrat, qui est un grand groupe qui tient beaucoup d'écoles de coiffure pour former vraiment aux méthodes de coiffure ultra modernes et inductives. Et puis, tiens, je vais conclure avec une nana que j'adore, c'est Sarah Guimont. C'est une nana qui est hyper respectée dans notre milieu, et qui forme aujourd'hui au management bienveillant. Elle a créé des sessions de formation sur le management bienveillant et comment tu fais pour être un super manager en salon de coiffure. Voilà, tout ça, c'est des gens qui m'inspirent vachement. Mais il y en a plein d'autres, hein. On s'entend là-dessus, hein. Mais il y en a beaucoup, beaucoup Merci d'autres. déjà. Merci déjà pour toutes les inspirations. Et oui, le management bienveillant, ça touche tous les métiers d'ailleurs, hein. Il y en a Mm, besoin partout. Donc c'est super en fait, super à travers ces gens-là, plein de super initiatives. J'ai très envie d'aller voir Nicolas Waldorf, du coup, j'aime bien l'angle ah, de j'adore. présenter Mm. toutes ces erreurs. Je vais aller regarder. On a parlé de beaucoup de choses. Moi, ce qui m'a touché, et là je parle simplement en mon nom, c'est vraiment l'importance, enfin, tu as souligné l'importance de travailler son réseau dès le début. Si je fais un petit récap, de prendre la parole, de travailler sur sa marque personnelle, de créer du contenu et du coup, de transmettre aussi tout ce que tu apprends avec le pay it forward. Et je tiens à souligner que je pense que le fait d'apprendre et de se forcer à transmettre rapidement, c'est aussi un super levier pour progresser parce que ça met face à ses propres limites. Il n'y a pas de triche quand tu es dans la transmission et l'éducation. Le fait de créer un contenu et de le transmettre, eh ben, ça met face à ses propres limites. Et je pense que c'est aussi une super manière de progresser, de tout de suite se mettre en position de transmettre et de ne pas attendre d'être un sachant. C'est quelque chose qui est vrai dans pas mal de métiers. Tu as dit aussi que tu t'es formé en permanence et je pense que c'est super important de le faire en physique, en digital. Et tu as parlé aussi d'un truc, on en a un peu moins parlé dans cet épisode, mais parce que c'est le B à bas, je crois, c'est l'expérience client, c'est-à-dire que ce soit répondre sur les réseaux sociaux, mais aussi en salon, de faire les choses bien. Un client satisfait, bah, c'est du bouche à oreille derrière, et c'est ça qui va générer le réseau et qui va aussi permettre de progresser. Enfin, t'en as un petit peu parlé, hein, Moi, je suis mais c'est super important. sur l'expérience client, j'en suis un pur produit. Pourquoi? Parce qu'en fait, je pense que je suis une très bonne, artiste coiffeuse. Enfin, je suis pas la meilleure, hein. Mais par contre, j'ai tout de suite compris que la théâtralisation de mon métier, était primordiale pour que les gens disent que tu es la meilleure des coiffeuses. C'est-à-dire que j'ai toujours fait très attention déjà à moi, c'est-à-dire que, maquiller, coiffer, enfin le look, n'importe quel look, hein. Chacun a son look, mais toujours faire très attention. Je fais très attention à ma tenue, à l'image que je vais rendre. 1, 2, je faisais des en tant que coiffeuse, hein, je reviens dans ce milieu-là, je faisais très attention à me renseigner sur la dernière expo Bidulo ou sur le voyage Bidulo, même si je ne l'avais pas forcément fait, mais c'est juste pour avoir de la conversation. C'est hyper important pour parler d'autre chose que du petit chien de la dame. Et puis, dans ma gestuelle, j'ai toujours fait extrêmement attention à déployer le mouvement. Moi, je suis quelqu'un qui coupe, tu l'as compris, hein, bulldozer. Moi, je fais une coupe en 14 secondes, hein, tu vois, clac, clac, clac. Moi, mes fondamentaux, c'est 3 séparations, pif, paf, pouf, séchage, et on finit tout en haute couture, on finit tout sur cheveux secs. C'est ma façon de faire les choses, chacun son truc. Mais en tout cas, j'ai compris qu'en fait, il fallait développer le truc, parce que la nana qui va te payer 90 balles ta coupe, il faut que ton mouvement il soit magnifique. Les séparations sont sublimes, il faut pas que tu aies de cheveux dans les yeux, il faut que tu théâtralises le truc, et ça, c'est extrêmement important. L'expérience client, c'est aussi le petit café, le thé, du très bon thé, mariage frère par exemple, dans une très belle tasse, voilà. Tout ça, des très belles serviettes, tout ça, c'est hyper important en fait, parce que c'est ce qui fait que la cliente va dire de toi: «Ah ouais, donc c'est une coiffeuse de dingue». Voilà. Ouais. Et du coup, s'il y avait un truc à retenir dans tout ce que tu nous as dit, Stéphanie, aujourd'hui. Ah, s'il y a un truc à retenir, c'est que pour moi, les 2 piliers de la réussite, c'est une phrase bateau que je vais te faire, hein, mais si j'y crois vraiment, les 2 piliers de la réussite, c'est le love can do. Passion et compétence. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux être le meilleur dans ce que tu fais et faire une proposition de valeur, différenciante pour tes clients, tu dois adorer ce que tu fais
et tu dois être excellent dans ce que tu fais. C'est la raison pour laquelle Steve Jobs a vendu des milliards d'iPhone, iPad, iPhone, tout ce que tu veux, parce qu'en fait, le mec, il adorait ce qu'il faisait, et il était extrêmement compétent pour ce qu'il faisait. Il l'a transmis dans tous les outils qu'il a proposés et qu'il a vendus. Et c'est vraiment pour moi le truc à retenir dans notre métier de la coiffure. Et je pense que c'est ce qui fait aujourd'hui de moi quelqu'un qu'on vient chercher justement aujourd'hui à travers du coup les différents clients avec lesquels je travaille, parce qu'en fait tout le monde sait que j'adore ce que je fais, il y a aucune trahison. Tout ce que j'ai porté, je l'ai toujours porté avec beaucoup de fierté et d'ailleurs aujourd'hui je refuse je refuse, c'est un peu prétentieux, je n'accepte pas de travailler avec des gens qui me demandent de faire des trucs uniquement pécuniers, mais où il y a aucun amour dedans. Je ne fais que des choses qui sont utiles pour mon métier, je ne prends que des contrats qui sont utiles pour mon métier, parce que je veux vraiment faire des choses hyper utiles pour mon métier. Donc l'amour et la compétence, les 2 piliers de la réussite. Qu'est-ce qui t'inspire aujourd'hui en tant qu'entrepreneur? Il y a plein de choses qui m'inspirent. Heu si tu me parles de personnes, je vais te dire que, par exemple, moi j'adore, suivre sur son TikTok et sur Link, Theo Lion, Theo Lion, je sais pas comment on dit, Theo Lion, qui est le fondateur de Théo Lion, je Theo crois. Lion? Ouais, je connais aussi. Ouais. Voilà, ce mec, c'est un avion de chasse, c'est incroyable ce qu'il fait. C'est le fondateur de Kudak, hein. Il fait des vidéos hyper inspirantes, du contenu hyper simple, straight to the point. J'adore écouter ce mec. Et puis, qu'est-ce qui tu me parlais de mentor, qu'est-ce qui m'a inspirée, c'est, je peux te citer Nathalie Ross, qui était, l'ancienne, directrice générale de la division des produits professionnels de L'Oréal, avec laquelle j'ai commencé, le projet dingue de Real Campus by L'Oréal, qui aujourd'hui est la CEO de Lipton. Et c'est une femme incroyable qui est mon mentor aujourd'hui et qui m'inspire énormément au quotidien. Voilà, par exemple, mes sources d'inspiration. Et puis après, qu'est-ce que C'est tu veux déjà pas savoir mal. d'autre? Allez, un outil qui t'aide aujourd'hui? Un outil, un site? Tiens, on parlait de formation digitale. Aujourd'hui, j'utilise énormément Coursera. Donc Coursera, c'est un site ou une application, c'est une plateforme dans lequel tu retrouves de très nombreuses universités du monde entier. Donc tu as Yale, Harvard, HEC, et qui propose des modules de formation en digital. Donc là, tu vois, par exemple, en ce moment, je suis en train de suivre un module de formation de HEC sur l'entrepreneuriat. C'est incroyable, c'est-à-dire que je me sens vraiment montée en compétences, je vois plein d'acteurs du métier, j'apprends plein de trucs. Donc Coursera, c'est vraiment l'outil du moment qui m'est le plus utile. Et puis un autre site aussi que je peux te citer, que j'ai beaucoup utilisé quand j'ai créé ma boîte, c'est Legal Place. Ça a changé ma vie. Parce qu'en fait, quand j'ai monté mon entreprise, il fallait monter les statuts, le greffe, le machin. Et en fait, j'ai fait un calcul rapide de combien je me vendais à l'heure et que ça coûtait trop cher en fait de m'embêter à faire des statuts et des machins qui je savais pas faire. Donc j'ai essayé de le faire, hein. Mais bon, ça m'a gonflé. Donc du coup, je suis passée par Legal Place et c'est vraiment quand tu es entrepreneur et que tu veux créer ta boîte, ils sont vraiment ultra factuels. Clac, clac, tes statuts, ils s'occupent de tout, du greffe, de la banque, de la compta, etc. Et donc je continue à passer par eux en comptabilité et c'est vraiment un super site. Voilà, ça c'est les 2 outils que j'utilise en ce moment. Je précise que rien ici n'est Ah non, pas du sponsorisé, tout. Oh non. Stéphanie parle avec le cœur, Ah voilà non, non, et pas du tout. merci pour les inspi, Stéphanie. Avant-dernière question, Work in Progress, c'est un podcast sur le futur du travail. Qui, dans tes contacts, tu me recommanderais d'y inviter? Je te recommanderais d'inviter une nana canon, c'est Laura Hassan, qui est la directrice générale d'Epitech Digital School, que je suis allée visiter la semaine dernière. Et on se ressemble énormément avec Laura, mais pas du tout, elle n'est pas capée coiffure, mais elle est vraiment capée digital, pédagogie inductive, et elle a fait un truc canon à Epitech Digital. Donc c'est elle que tu dois contacter et que tu dois interroger sur ce qu'elle fait. Merci pour la passe décisive à Laura, Stéphanie. Dernière question pour les gens qui voudraient te suivre, t'envoyer des mots d'amour, quel est la meilleure manière de le faire sur les réseaux? Mais envoyez-moi des mots d'amour, j'adore. Insta, c'est Instagram, Stéphanie Bozonnet. Sur Link, Stéphanie Bozonnet. Sur TikTok, Stéphanie Bozonnet. Sur Facebook, Stéphanie Bozonnet. Et Stéphanie Bozonnet, le compte pro, puisque tous mes comptes privés sont bloqués, donc vous ne pourrez pas me joindre. Mais Stéphanie compte pro, voilà. Magnifique, ce BOZO, sera 2NET, Stéphanie Bozonnet.
Je vais le mettre dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci infiniment pour le partage. Ben, merci à toi, j'ai passé un bon moment. Si vous souhaitez recevoir le récap de chaque épisode, vous pouvez vous abonner à ma newsletter garantie 0 spam 100% gratuit. Je glisse le lien dans la description. Sinon, je suis très preneur de vos retours sur cet épisode. Vous pouvez laisser un avis, je le transmettrai à l'invité du jour. Je réponds aussi à 100% des messages. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn Mathieu Bernard ou par mail mathieu@inprogress.pro, in progress tout attaché. Merci beaucoup et à très vite sur Work in Progress.